Bonjour, nous sommes le 23 décembre 2020 et là une petite vidéo, non peut-être pas une petite vidéo, on va voir une vidéo pas du tout sur un sujet d'actualité, un sujet plutôt, s'il fallait classer ça, on dirait de la philosophie ou de la métaphysique, le réel. Et avec un sous-titre un peu plus explicite, que pouvons-nous savoir du monde tel qu'il est vraiment? Voilà. Alors, qu'est-ce qui me conduit à poser cette question-là? Ça pourrait être l'actualité, ça pourrait être la question de la post-vérité, des fake news, du caractère plus ou moins performatif de ce que fait monsieur Trump. Quand, si moi je dis les élections présidentielles américaines ont été truquées, voilà, c'est une opinion comme une autre. Si monsieur Trump, président des États-Unis, dit les élections ont été truquées, ça a des implications bien différentes que quand c'est moi qui le dis. Bon, mais je reviendrai peut-être là-dessus, ou peut-être pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qui me conduit à parler de ce sujet-là? Je viens de terminer, enfin c'était hier dans la nuit, ou même peut-être ce matin dans la nuit. J'ai lu ce livre-là, j'ai terminé sa lecture. Philip K. Dick, The Transmigration of Timothy Archer. En français, ça s'appelle exactement, pour une fois, c'est traduit correctement, puisque c'est traduit comme la transmigration de Timothy Archer. Qu'est-ce qui m'a conduit à lire ce livre? Maintenant, je vais le dire, c'est purement anecdotique, c'est parce que j'ai transporté d'un endroit de ma maison à un autre un certain nombre de livres. Et là, je suis tombé sur un livre de Philippe K. Dick que je n'avais pas lu, que j'avais acheté. Je vois que ça a été acheté à San Francisco à l'époque où je vivais là-bas. Je faisais beaucoup des bouquinistes. Je savais que ça s'arrêterait un jour et j'ai acheté beaucoup de choses. Je suis tombé sur beaucoup. Évidemment, San Francisco, j'étais bien placé pour tomber sur des livres intéressants chez des bouquinistes. Alors celui-là, pourquoi je l'ai lu? Eh bien parce que voilà, c'est un livre que je n'avais pas lu. Alors j'ai regardé la quatrième de couverture. Et sur la quatrième de couverture, il y a des petites pubs là, voilà, de gens qui ont dit des choses aimables sur le bouquin. Et là en particulier, il est dit par Madame Ursula Le Guin. Le fait est que Philippe K. Dick, nous parle de choses. Il nous parle de la réalité et de la folie, du temps et de la mort, pardon, du péché et du salut, et cela a échappé à la plupart des critiques. Personne n'a noté que nous avons ici, chez nous, notre propre Borghese et que nous l'avons depuis 30 années. Voilà. Alors, le nom de Ursula Le Guin, ça me retient toujours. D'abord parce que elle est morte en 2018. C'est un excellent auteur de science-fiction qui a parlé d'utopie, de dystopie. Et c'est un nom aussi qui me retient parce qu'elle était la fille d'Alfred Kröber. Et Alfred Kröber, c'est un des grands fondateurs. Voilà, c'est la génération après celle de Franz Boas. C'est la génération de Lowy, de Kröber, les grands fondateurs de l'anthropologie culturelle américaine. Et donc, elle nous dit à propos de ce livre de Philippe K. Dick, elle dit les gens n'ont pas compris de quoi ça parlait, ce dont ça nous parle, voilà, c'est de la vie et de la mort, du péché et de la rédemption et du salut et de la réalité et de la folie et du temps et de la mort. Et elle dit ça va très loin, c'est l'équivalent d'un Borghese. C'est le dernier livre publié par Dick. Il y en a encore d'autres qui ont été publiés après sa mort à titre posthume. C'est le dernier qu'il a écrit. C'est pas de la science-fiction du tout. C'est une réflexion sur un monsieur qui se convainc que son fils mort communique avec lui. Voilà. Alors, le personnage dont il est question, c'est Timothy Archer. Il a vraiment existé. En réalité, c'est un monsieur qui s'appelait James Spike. Le livre
de Philippe Cadic, est très proche de la réalité. Voilà. Il connaissait bien ce monsieur James Pike, qui était un évêque de l'église épiscopale américaine, qui est donc l'équivalent de l'église anglicane en Grande-Bretagne. Et il y avait un lien de parenté un peu assez éloigné, mais enfin bon, qui existait entre Cadic et Philippe Cadic. Je ne vais pas l'appeler Cadic, car c'est une initiale. Entre ce monsieur et entre l'auteur, Philippe Cadic, et ce James Pike. Cadic était le... je vais continuer. Il était le mari de la belle-fille de l'épouse de Pike. Et lors du mariage de Philippe Cadic, avec donc cette parente éloignée de James Pike, c'est James Pike qui avait présidé au mariage de l'auteur. Très connu comme auteur de science-fiction. Dans sa carrière, en fait, il avait commencé par écrire des choses qui, à l'exception d'une que je vais vous mentionner, il avait écrit des romans tout à fait normaux qu'il avait eu du mal à publier, c'est souvent comme ça, puis finalement il avait percé comme auteur de science-fiction. Et quand il n'écrivait pas de la science-fiction, ça tombait un petit peu, je dirais, à côté de la plaque. C'était pas lu. Il y a très peu de commentaires sur ce livre. Je vois qu'il y a un livre en italien sur lui. Là, je ne l'ai pas lu. J'ai découvert ça hier. Et à part ça, très très peu d'articles. Les articles qu'il y a, c'est essentiellement des articles qui, voilà, c'est des comptes rendus qui résument le livre, mais pas de la façon dont Ursula Le Guin le caractérise, comme une réflexion du type de Borges sur des questions essentielles. Alors, avant que je vous dise exactement de quoi parle ce livre, je ne vais pas vous en parler comme une contribution à la littérature. C'est le type de livre qu'on lit sans se demander si c'est bien écrit ou pas. On le lit parce qu'on est intéressé dans l'histoire qui est racontée. D'après du sentiment que j'ai eu en le lisant, c'est pas écrit par quelqu'un qui veut qu'on dise que c'est bien écrit ce qu'il a écrit. C'est l'histoire qu'il veut raconter. Et le thème, donc, c'est celui que j'ai annoncé. Quel est le rapport entre ce que nous pouvons comprendre du monde qu'il y a autour de nous et ce monde tel qu'il est en réalité? Et là, c'est un peu bizarre, bien entendu, inattendu dans un livre, dans un roman, surtout si on l'ouvre en se disant, voilà, c'est le type voilà, qui a écrit le scénario en fait de Blade Runner, de Total Recall, de Minority Report. Je ne sais pas si tout ça a des titres en français. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et si on ouvre ça et qu'on lit ce machin où on nous parle de Heidegger, comme si on savait exactement de quoi parle Heidegger, on nous parle de Kant, on nous parle... Il y a des discussions extrêmement fouillées sur les évangiles et sur les épîtres de Saint Paul. C'est pas... Je crois que la plupart des gens qui l'ont lu, en se disant c'est un livre de Philippe Cadic, ont dû le refermer et se dire il était vieux, il allait mourir juste après. Mais c'est... Voilà, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre individuellement du monde tel qu'il est en dehors de nous? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre collectivement en confrontant nos points de vue? Et même si on a confronté tous les points de vue, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui est véritablement là à l'extérieur? Parce qu'on peut, bon, c'est la conception idéaliste, je dirais maximaliste, on peut dire je nais et puis il se passe plein de choses et puis je meurs et tout ça c'est du cinéma, c'est un logiciel qui passe par ma tête. Même les rages dedans. Tout ça est bien programmé. Mais est-ce que ça dit quelque chose sur un monde qui serait là?
On ne peut pas véritablement savoir. Alors, dans la confrontation des points de vue, on commence à, voilà, c'était ça c'était bon, le principe chez Aristote. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vérité? Et ça, il se trouvait opposé aux sophistes qui disaient non, nous on est sophistes, on est des profs et on enseigne à un avocat de dire une chose comme ça au contraire et d'être convaincant dans les deux cas, à un politicien de dire une chose comme ça au contraire et que ce soit convaincant, que ce soit pas contradictoire en tant que tel. La question était mise entre parenthèses de savoir si des discours produits comme ça, indépendamment les uns des autres, s'ils se conduiraient entre eux. La condition qu'on mettait, c'était qu'il n'y ait pas de contradiction interne. Et alors Platon d'abord, et puis Aristote, ils disent non, non, il est important qu'il y ait un truc qu'on appelle véritablement la vérité, et que ça puisse être une référence pour tout le monde. Et alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? Chez Aristote, je rappelle, il y a trois choses. Il y a l'évidence des sens, ce que les sens nous disent. Mais comme on sait que le type qui a la jaunisse, il voit tout en jaune, on sait qu'il y a des illusions d'optique, il faut confronter les points de vue. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'experts, comme on dirait maintenant, qui soient d'accord sur le sujet. Et petit à petit, ben, on met au point une méthode qui fait qu'on puisse tester si on a affaire à une illusion. Ce qu'on s'appellera finalement la méthode expérimentale. On peut mettre les choses dans une certaine perspective pour essayer de vérifier si c'est comme ça ou si c'est pas comme ça. Ça, c'est un premier type de vérité. Deuxième type de vérité, les vérités par convention. Le fan et le petit de la biche. Voilà, on se met d'accord. Au lieu de dire petit de la biche, on dira le fan. Et troisième, donc c'est simplement une économie mentale, comme on dit. Mal traduit en français, ça donne économie de pensée. Et la troisième, c'est on peut produire en enchaînant des propositions dont on a décidé qu'elles étaient vraies, on a déterminé qu'elles étaient vraies, par la méthode expérimentale, par l'accord des spécialistes, etc. Et on peut les enchaîner d'une certaine manière pour obtenir des conclusions qui sont neuves, qui sont partiellement neuves, et c'est la conclusion de syllogisme. Donc, troisième type de vérité, les conclusions de syllogisme bien formées. Bon. Mais ça pose toujours le problème. Le problème de l'illusion n'est pas véritablement résolu, parce que même si l'ensemble des spécialistes, si malgré tous les tests qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas connaître, parce qu'on n'est pas équipé, nous les êtres humains, pour le voir, ben voilà, on est toujours coincé. Ça, c'est ce que dit Kant. Il dit il y a une chose voilà, on a une perception immédiate du temps et de l'espace, et on peut les faire communiquer tous les deux dans ce qu'on appelle la causalité. Voilà, des choses qui se passent des choses qui changent dans le temps et dans l'espace. On peut dire qu'elles sont l'une la conséquence d'une autre, l'implication d'une autre, etc. Pour le reste, dit-il, il y a un être donné, il y a un être en soi, ce que la psychanalyse, voilà, chez Lacan, ça s'appelle le réel, par opposition à la réalité, qui est une construction que nous pouvons faire nous. Les modèles mathématiques, c'est la réalité. Mais il y a un réel qui est plus ou moins bien capturé par ça. Quand vous essayez de mesurer la diagonale du carré par rapport à la longueur de son côté, mais ça ne marche pas, il y a un chiffre, on n'arrive pas, il y a un chiffre infini qu'on produit. Donc il y a quelque chose là du côté du réel qui nous échappe. La réalité, elle peut nous définir un nombre pi avec un nombre indéfini de décimales. Ça, c'est dans la réalité du modèle mathématique, la réalité objective. Mais derrière, il y a encore un truc qui nous échappe. Et alors, voilà, chez Dick, ça commence comme ça. C'est une histoire qui s'appelle Rogue. C'est une nouvelle, c'est publié en 1951. Et c'est la chose suivante. Voilà, le héros est un chien. C'est un chien. Et il a aperçu le petit manège suivant. Il a aperçu que ses maîtres, ses patrons, prennent parfois de la nourriture, qu'ils l'emballent dans des petits paquets et qu'ils vont mettre ces petits paquets dans une espèce de récipient, de grand récipient en ferraille qui est à l'extérieur. Bon. Et il se dit, le chien, il se dit, voilà, c'est une bonne idée. Ils prennent cette nourriture et ils vont la cacher
pour la préserver, pour pouvoir la retrouver plus tard. Bon. Et puis un jour, il aperçoit la chose suivante. Il y a des bonshommes qui arrivent dans la rue avec un gros camion, ils ouvrent le conteneur, le récipient en ferraille, ils prennent les petits paquets qu'ils jettent dans un grand camion. Des voleurs, voilà, des voleurs qui viennent voler cette nourriture qui est bien préservée là, qui est bien cachée par les patrons, ils se doutent de rien. Et il se dit la prochaine fois, si ces gens reviennent, j'alerterai mes patrons, je vais les alerter. Et il donne un nom à ces gens qui sont là dans la rue, qui sont là venus dans la rue, voler la nourriture qui avait bien été cachée. Il va les appeler des rogues, voilà. Et effectivement, il se trouve qu'un peu plus tard, ces gars reviennent et ils volent de nouveau ce qu'il y a dans le récipient là dehors. Et alors le chien, bon, il a décidé qu'il fait ce qu'il avait dit de faire. C'est un lanceur d'alerte. Il commence à crier rogue, 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 rogue. Bon. Et les patrons le regardent et ils se disent, bon, ils disent voilà, ben, Rex aboie parce qu'il ne comprend pas que les éboueurs sont passés. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une toute autre représentation. Ils ont une représentation que ce qu'ils font, c'est mettre des ordures à la poubelle. Et leur intention, c'est qu'effectivement, les éboueurs l'enlèvent et que ça disparaisse. Par ailleurs, ils ont une représentation des chiens qui est que les chiens aboient, et ce rogue, 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 ils prennent ça pour un simple aboiement du chien, ils ne comprennent pas que c'est le nom qu'il a donné aux éboueurs, qu'il a pris pour des voleurs. Et voilà, on a donc deux représentations du monde entièrement distinctes. Des choses mises à la poubelle dont on veut se débarrasser, et le chien, lui, qui voit des choses qu'on essaye de préserver soigneusement et que des voleurs viennent prendre. Alors, le thème est déjà là, donc en 51 chez Philip K. Dick, ça l'intéresse. Et puis il y aura, bien entendu, il y aura... Do androids dream of electric sheep? Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Qui donnera le film appelé Blade Runner, où il y a des réplicants, dans le bouquin c'est des androïdes, des réplicants dans le film, qui sont des gens qui sont en réalité des robots, mais ils ne le savent pas. Ils se voient uniquement comme une minorité persécutée parce qu'on décide de se débarrasser entièrement d'eux. Ils ont des souvenirs qui ont été implantés dans leur mémoire et on les confronte alors au fait qu'ils sont plusieurs à avoir exactement les mêmes souvenirs d'enfance alors qu'ils n'ont pas le souvenir d'avoir eu des frères ou des sœurs, etc. Il y a tous les paradoxes. Et donc ça c'est une autre question. Qui nous dit que la mémoire qu'on a, c'est pas un truc qu'on nous a implanté ce matin en nous disant que c'est comme ça que les choses se sont passées. Aucune garantie que la représentation que nous avons, ni que ce soit véritablement une représentation fidèle du monde tel qu'il est dans sa réalité profonde, le réel, l'être donné, et quelle confiance attribuée à cette mémoire que nous avons. Alors il y a encore d'autres, il y a Minority Report, où il y a des gens qui, eux, voient l'avenir, et donc on peut arrêter des gens avant qu'ils commettent des forfaits. Il y a leurs méfaits. Et il y a aussi, bien entendu, Total Recall, qui vient d'une nouvelle dont j'oublie toujours le vrai titre. We can remember it for you wholesale. Nous pouvons nous souvenir de ça pour vous, en gros. Mais pas en gros par opposition au détail, comme un marchand de gros. Nous vous offrons un service de gros qui vous permet de vous souvenir de certaines choses. Et là, vous connaissez l'histoire, c'est un film qui a été fait par Verhoeven avec l'autre Blade Runner, c'était bien sûr Ridley Scott, de Verhoeven, avec Schwarzenegger dans le rôle du personnage principal. Et là, le malentendu ou la difficulté, c'est la chose suivante. C'est donc qu'il y a une agence qui vous vend des vacances. Et là aussi, ça, vous n'allez pas vraiment aller en vacances, mais on va vous mettre des implants
qui vont vous faire un implant de mémoire qui va vous faire vivre une aventure telle que vous l'aurez définie, d'ailleurs sur la carte, sur un menu, et voilà. Et quand ce sera terminé, vous aurez les souvenirs de ce voyage extraordinaire, de cette aventure extraordinaire qui auront été les vôtres. Et alors l'astuce, bien sûr, ce qui rend le truc particulièrement intéressant, c'est que pendant l'implantation, il y a un incident qui se passe et elle est interrompue et le héros, voilà, il échappe de justesse et il part effectivement dans des aventures tout à fait extraordinaires où il est d'abord trahi par son épouse qui est de mèche avec des malfrats. Il finit par se retrouver à la tête d'une rébellion sur la planète Mars et accidentellement il devient la personne qui transforme la planète Mars en une planète habitable. Et pendant tout le processus, nous on se pose la question, est-ce que l'implant a réussi ou est-ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce qu'on lui donne vraiment ce qu'il a acheté et là vraiment il en a pour son argent? Ou bien est-ce que le truc a dérapé, puis c'était son destin de toute manière, il allait devenir la personne qui fait cette chose-là. Donc là aussi, pourquoi est-ce que ces films sont intéressants, pourquoi est-ce que ces romans sont intéressants? Parce qu'ils nous posent des questions sur le réel tel qu'il est, véritablement, et la représentation que nous pouvons en avoir. Et quand je viens de dire le mot destin, la question, bien entendu, qui est une question qui se pose à nous, est-ce que c'est écrit, est-ce que s'il nous arrive, est-ce que c'est écrit d'avance ou non? C'est une question fondamentale de la philosophie. J'ai raconté ça en détail un peu l'autre jour, c'est la querelle des futurs contingents qui se déroule au XVe siècle à l'université de Louvain et qui devient à ce point passionné que pendant 10 ans il faudra fermer l'université. Est-ce que Dieu connaît la réalité, le réel, jusqu'à maintenant, ou bien est-ce qu'il le connaît de toute éternité? Bon. S'il le connaît comme nous que jusqu'à maintenant, nous avons une certaine, même s'il nous aide dans nos décisions, nous avons une certaine liberté par rapport à ce qui va se passer. Si Dieu sait de toute éternité tout ce qui va se passer, notre vie c'est véritablement pisser dans un violon. C'est là, on est en spectateur. Alors on se voit courageux et on dit c'est formidable. On se voit pleutre et on dit oh là là, quelle horreur. Mais tout ça en fait a été écrit d'avance et donc voilà. Alors où se situe la religion? Finalement, quand on a rouvert l'université, la question n'était pas résolue une fois pour toutes. Après, on s'est moins intéressé à Dieu, donc la question devenait moins importante. Mais après, c'est devenu une question de physique. Et là, dans la querelle du déterminisme entre d'un côté Prigogine et de l'autre côté René Thom, il y a encore, du côté de René Thom, il y a quelqu'un qui dit tout est là de toute éternité. Et c'est simplement parce que nous n'avons pas accès à l'ensemble des dimensions qui sont pertinentes pour le problème que ça nous apparaît comme une question où il y a de la liberté pour nous et des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est voilà, c'est parce que nous vivons dans une projection à un nombre de dimensions plus réduites que celui qui est pertinent, que nous avons l'impression qu'effectivement qu'il y a du temps et que dans ce temps il y a de l'espace et de cet espace évolue parce qu'il y a un devenir, etc., etc. Et on peut définir des choses qui sont simplement des corrélations entre des événements ou bien qu'il y a une cause, c'est-à-dire qu'on a entraîné l'autre, etc. Voilà, et c'est une question importante. L'islam l'a résolu dans le Dieu est véritablement omnipotent, donc il sait tout de toute éternité, et ça peut déboucher effectivement sur un certain fatalisme de ce côté-là. Alors on peut dire, voilà, je suis là en spectateur, alors je m'assieds, je me cale confortablement, et puis je regarde ce qui se passe. Mais il y a un jugement dernier. Et au jugement dernier, on vous jugera quand même sur la manière dont vous avez réagi pendant que le film se déroulait. Ou alors à l'intérieur du christianisme, quelqu'un vient vous dire
qui s'appelle Calvin, qui vous dit, ben voilà, ça, oui, c'est un spectacle, mais on peut savoir si on est parmi les élus ou non. Parce qu'il y a prédestination sans doute, mais on peut tester, on peut voir si Dieu vous a mis parmi les bons, ou parmi les damnés, ou parmi les élus. Et là, c'est bon, c'est la catastrophe, bien entendu. Quel est le moyen qui va nous permettre de savoir si on est parmi les élus ou parmi les damnés? C'est le fait qu'on fasse de l'argent. Voilà. Et Max Weber en a parlé, l'esprit du capitalisme et le protestantisme, et en particulier ce protestantisme-là, celui de Calvin. Un certain nombre de gens vont détruire la planète, gâcher leur vie et celle des autres en essayant de faire de l'argent pour se convaincre que, voilà, pour avoir la preuve divine de l'amour que Dieu vous porte. Et là, voilà, c'est bien sûr, on a dit qu'il était un hérétique, et oui, là, dans le genre hérésie, c'était pas du tout ce qu'avait dit celui qui est à l'origine de tout, là, de ce type de discours. Lui, il avait dit il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis que de passer par le chat d'une aiguille. Il a dit les premiers seront les derniers. Il y a des choses du même ordre dans le Coran. Et là, on vous dit exactement le contraire, c'est-à-dire que bon, c'est Calvin, il torpille véritablement le message du Christ de ce point de vue-là. C'est le Christ qui avait dit aussi à celui qui a, on lui donnera encore davantage et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a rien, on lui enlèvera le peu qu'il a. La parabole des talents. Alors maintenant, la transmigration de Timothy Archer. Donc le personnage de Pike, de James Pike, existe vraiment. Il a eu une vie très très bizarre, et surtout il a eu une vie autour des thèmes qui étaient chers à Philip K. Dick, ceux que je viens de mentionner. Donc ça, il y a des photos d'eux ensemble. Ça, c'est très intéressant. Et en particulier, donc, cet évêque James Pike se convainc à un moment donné que son fils, qui s'est suicidé, revient communiquer avec lui. Et dans le roman, il y a deux personnages qui sont là, je dirais, pour nous faire réfléchir à propos de cette intéressante hypothèse. Il y a une voyante, et voilà, cette voyante, spirit, c'est une personne qui fait communiquer effectivement les morts avec les vivants. Et je souligne tout de suite que si nous avons une vie après la mort, dans un autre monde, la question qui se pose là, c'est est-ce que les gens dans cet autre monde peuvent communiquer encore avec celui dans lequel nous sommes nous, ou pas du tout, ou un peu, etc. Donc, et la question là n'est pas tranchée, on accuse ce James Pike, donc ce véritable personnage ami de Philip K. Dick, il est accusé d'hérésie sur des choses qu'il dit, il nie l'existence du Saint-Esprit, un certain nombre de choses comme ça. Et puis il écrit un livre, The Other Side, à propos de sa communication avec son fils, et dans lequel il est dans les remerciements, Philip K. Dick est expressément mentionné. Et j'ai pas lu ce livre-là. Les comptes rendus disent que c'est un livre où il s'interroge. Bon, c'est pas le livre d'un gourou purement et simplement, c'est quelqu'un qui s'interroge sur la réalité ou non de ce dont il croit rendre compte. Et donc il y a deux personnages qui vont être clés là-dedans. La voyante, et là tout le monde hésite quant à ce qu'elle raconte. Elle confirme bien sûr les communications. Mais là, il y a beaucoup de discussions on connaît les voyantes, on connaît les extralucides, c'est des gens qui utilisent des trucs, qui ont des astuces. En fait, ils vous font parler et puis ils vous régurgitent simplement sous une forme un peu différente de ce que vous leur avez dit. Ou alors, il y a des astuces, comme dans le film de Woody Allen qui s'appelle Magic in the Moonlight,
où le personnage central, les deux personnages centraux sont une voyante et un type qui est un démystificateur de toutes les escroqueries. Et il finit par se laisser convaincre, et en fait il n'aurait pas dû, parce qu'effectivement c'est une astuce, c'est des trucs. Et il y en a une en particulier dans le film, bon, c'est à un moment donné, on a le sentiment, nous, du spectateur, que oui, effectivement, la fille vient, elle dit des choses extraordinaires qu'elle ne pouvait pas savoir d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on lui pose la question et elle dit oui, oui, bien entendu. Elle commence une réponse et puis elle dit zut, oh là là, j'avais dit que j'allais appeler le teinturier pour lui dire exactement ce que faire avec ses vêtements. Vous permettez une seconde, etc. Bon. Et nous aussi, on met ça entre parenthèses. Et quand elle revient, elle a toute l'explication parce qu'en réalité, bon, elle a téléphoné au gars qui connaissait l'information. Et ça, c'est du même ordre que cette fameuse petite vidéo où on vous dit regardez, il y a un match de basketball, à combien de personnes a-t-on passé la balle pendant la vidéo? Bon, alors il faut regarder, c'est 7 ou 8 ou 9, etc. Et puis on demande aux gens, et parlez-nous du gorille. Et les gens disent quel gorille? Et en fait, si vous faites attention, si vous cessez de vous obnubiler sur le nombre de passes qui ont lieu, vous voyez clairement qu'il y a un bonhomme déguisé en gorille qui traverse la scène, même assez lentement. C'est-à-dire qu'on a en fait un million d'occasions de le voir passer et on ne le voit pas. Le fait qu'on ne voit pas parce que on regarde autre chose et notre attention est entièrement là-dessus. Et le deuxième personnage, c'est le personnage du fils d'une amante de ce Bishop Archer, qui en réalité est donc M. James Pike, qui est schizophrène, et qui, au moment le plus inattendu, après la mort de ce Bishop Archer, de ce Timothy Archer, et dont les circonstances sont quasiment rapportées, sont exactement celles dans sa propre vie, qu'à un moment donné, ce personnage qu'on voit dans toute l'histoire comme un jeune homme qui souffre de schizophrénie, personnage assez sympathique, etc., et à un moment donné, au moment le plus inattendu, il dit maintenant je suis à la fois moi, mais je suis aussi Timothy Archer. Et il commence à dire des choses, non seulement des choses sur son interlocutrice, qui est la narratrice du livre, mais aussi il se met à faire des citations à un moment donné, elle essaie de le coincer. Quand il dit « Oh, il me dit des choses dans un langage que je ne comprends pas ». Et alors, la narratrice dit « Eh bien, écoute soigneusement et répète-les simplement comme tu les entends ». Et à ce moment-là, ce jeune homme se met à parler en italien médiéval, une longue citation du paradis de Dante, et d'autres citations qu'il fait dans d'autres langues. Et là, Philippe Cadic nous dit, à une époque, l'Église a cru à ça. On appelait ça la xénoglossie, c'était la capacité de parler non seulement parler en langue, comme on dit dans la Bible, que des gens arrivent à parler des langues qu'ils ne connaissent pas. Récemment, quand j'ai cité un passage chez Saint Paul, dans les Épîtres, dans Corinthiens, j'ai rétabli dans la traduction, on a carrément sucré dans les traductions récentes en français, se parler en langue. Évidemment, ça se trouve dans la traduction de Sassy, mais pas dans les traductions récentes, et je l'avais rétabli, parler en langue. Donc, l'Église croit au moins elle a cru à une époque, l'Église chrétienne a cru qu'on pouvait effectivement parler à certains moments dans un état de possession, qu'on pouvait parler des langues qu'on ne connaissait pas. Et donc là, nous sommes... Philippe Cadic nous coince, il nous parle d'un truc en répétant à tout moment, c'est pas possible, les morts sont morts, et ils communiquent pas avec les vivants, etc. Et à tout moment, il nous coince, c'est-à-dire qu'il nous pousse dans un retranchement en disant « et si c'était possible ?»
Et puis à un moment donné, voilà, la narratrice et nous sommes absolument ouf. On se dit là, alors qu'évidemment c'est un roman, il peut écrire ce qu'il veut, mais ça nous rappelle trop de choses. Ça nous rappelle, voilà, exactement tout ce que ça met en scène à ce moment-là, c'est le temps et la mort, c'est la folie et la réalité, c'est le péché le salut, etc. C'est ça, c'est de ça. Et il y a non seulement des gens qui ont dû être déçus en prenant ce livre et en voyant que ce n'est pas de la science-fiction, et puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont été perdus en cours de route et qui n'arrivent pas donc à ce moment clé qui est celui de ces deux personnages en un. Et on dit, oh là là, si j'étais confronté à ça, qu'est-ce que toute ma représentation du monde entre réalité, santé mentale et folie, etc. Toute cette question de qu'est-ce que nous pouvons véritablement savoir sur le réel qui est là derrière se pose dans toute sa puissance. Bien entendu, vous savez, Philippe K. Dick aussi est une personne qui a énormément expérimenté avec la drogue. Certains de ses romans sont entièrement consacrés à ça. Un réel véritablement fluctuant, c'est le thème de Ubik, où les dimensions sont en train de changer pendant qu'on vous raconte l'histoire. Il y a aussi un Scanner Darkly, où dans un monde futur, il y a des agents de police peuvent avoir un déguisement extérieur qui les fait changer d'apparence de manière quasiment constante. Et la question là aussi se pose parce qu'il y a un des personnages centraux est un junkie et qui mélange allègrement ses visions, ses hallucinations avec la réalité. Alors je vais terminer, je vais quand même redire un mot sur ce performatif et Trump. On se trompe, le mot performatif a été introduit par un philosophe spécialiste de la linguistique qui s'appelait Austin. Et il a introduit ce mot pour rendre compte d'une chose bien particulière, c'est des personnes qui ont autorité pour changer le monde. Alors, cet exemple qu'il donne, c'est le maire qui dit « je vous fais marier femme », il a l'autorité pour le faire. À partir de là, juridiquement, c'est vrai que vous êtes marié et femme, ou mari et mari, femme et femme. La personne, la reine d'Angleterre qui dit je baptise ce nouveau sous-marin Nautilus et lance une bouteille de champagne qui va s'écraser dessus, elle a l'autorité de donner un nom à ce bateau, à ce sous-marin, à ce submersible. Alors la question se pose avec les gens qui ont une autorité et la manière dont ils peuvent transformer la réalité. Et donc, comme je disais, quand moi je dis les élections américaines sont truquées, c'est une chose, et quand Trump dit les élections américaines sont truquées, c'est une toute autre. Parce qu'il peut prendre des ordonnances, il peut prendre des décrets, il peut faire que la réalité devienne ce qu'il a dit. Il peut en disant ça, il truque lui les élections américaines. Bon, c'est pas ça qu'il croit qu'il fait. Il croit qu'il dénonce un complot. Mais nous qui savons que ce complot est uniquement une élucubration dans sa tête, une illusion, nous le voyons truquer les élections en le faisant, poussant les gens à saisir les urnes électroniques, etc. Donc il y a là aussi
Et nous avons tous un peu du performatif, voilà, dans ce que nous, qui n'est pas, qu'il faut distinguer d'une prophétie autoréalisante ou autoréalisatrice, qui serait quelque chose qui, voilà, qui se ferait parce qu'on a dit que ça allait se faire. C'est pas la même chose. Il n'y a pas la question, il n'y a pas l'autorité, mais nous avons l'autorité. Nous pouvons faire du performatif avec nos enfants parce que nous avons l'autorité pour le faire, et dans différentes circonstances, nous pouvons effectivement pousser le réel dans une certaine direction, à moins que ce soit une illusion du début à la fin, et ça, nous manquons de moyens pour pouvoir le déterminer. Mais dans cette question maintenant qui se pose, voilà, de représentation concurrente de ce qui se passe, qu'on appelle voilà, la post-vérité ou les fake news, ça nous montre simplement qu'effectivement, dans cette. C'est le thème voilà, de ce que j'avais dit au Marathon des sciences l'année dernière. C'est que nous avons tous une capacité comment dire, de nous mettre d'accord avec certains et pas avec d'autres sur la création de vérités locales. Nous pouvons tous dire. Nous pouvons dire il y a un ensemble de médecins qui nous disent la vérité, et d'épidémiologues, etc., qui nous disent la vérité sur la Covid-19. Et voilà, c'est l'accord scientifique, c'est l'accord de la communauté d'une vérité qui est une référence extérieure. Et puis vous pouvez aussi dans un coin mettre le docteur Raoult, j'oublie le nom des autres, le docteur Toussaint, le docteur Machin, un petit groupe que l'ordre de médecins va essayer d'exclure alors par la suite, qui lui va dire non, non, nous on est les vrais experts, et leur expertise elle est fondée essentiellement sur le fait que les autorités cachent ce qu'on peut savoir du réel, qu'elles nous interdisent de savoir ce que c'est. Alors du coup apparaissent des experts ici et là, comme à propos du réchauffement climatique. On peut quand même mettre des gens qui sont, un petit groupe de gens qui sont des géologues, des machins, etc., qui ont des diplômes universitaires et qui vont nous dire tout à fait autre chose que ce que dit la communauté des scientifiques. Donc, et dans les sociétés où une polarisation est en train de se faire sur un plan politique, parce qu'il y en a certains qui sont floués entièrement par les autres, le danger existe que des petites communautés se mettent en place comme ça, qui disent je vais vous dire vraiment ce que l'État fait en réalité et qu'il ne nous dit pas. Et on sait que c'est vrai, voilà, un autre livre que je suis en train de terminer de lire, c'est le livre d'Edward Snowden sur le fait que on dit partout aux États-Unis, non, 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 il n'est pas question de surveillance totale de la population et des étrangers, non, 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 on ne fera jamais un truc comme ça. Et lui, il tombe sur le fait que si, on surveille absolument tout le monde, parce que c'est devenu possible techniquement, on enregistre tout le monde, on peut savoir ce que tout le monde a dit à n'importe quel moment, et c'est pas ça qu'on dit, on le cache soigneusement. Donc voilà, l'État cache les choses soigneusement. Il y a un deep state qui nous cache la réalité des choses, un État dans l'État. Et l'autre jour, quand je vois un article, on dit c'est Madame Sidney Powell qui a inventé la notion de deep state. Non, ça existe, ça se trouve chez les philosophes grecs. C'est peut-être pas dit sous la forme deep state. Là, sur la forme deep state, ça existe, l'expression existe depuis au moins les années 90. Mais un État dans l'État, ça existe chez les philosophes grecs. C'est déjà... C'est dit parce qu'il y a une administration d'un côté, il y a un gouvernement de l'autre, parce qu'il y a une série, comment ça s'appelait, je crois que c'était Yes Minister en Grande-Bretagne, sur le fait que, sur toutes les inventions de l'administration pour cacher au gouvernement comment les choses se passent véritablement, sur un mode comique, mais bien informé.
c'est vrai qu'on nous cache des choses. Alors comment savoir ce qu'on nous cache, ce qui est caché, et comment savoir comment la machine marche véritablement à l'arrière-plan encore de tout ça dans les périodes, voilà, dans les périodes d'hésitation, ça part dans toutes les directions. Et bien entendu, ça ajoute au chaos, malheureusement, parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'il faut écouter, on ne sait plus s'il est amant ou s'il dit la vérité, on ne peut pas savoir si, on peut savoir. Et c'est ça le recours toujours, c'est la méthode expérimentale. Quand on voit M. Raoult faire des trucs qui ne tiennent pas la route sur le plan scientifique, là on peut dire ça ne tient pas la route sur le plan scientifique, comme quand un autre de ces médecins dit des choses qui sont contradictoires à l'intérieur de la même phrase. Là aussi, on peut dire à partir du syllogisme d'Aristote, non, ce monsieur vient de se contredire. À la fin du paragraphe, il a dit le contraire de ce qu'il avait dit au début. C'est dommage que je ne retrouve pas le nom de ce médecin-là. Je crois qu'il est menacé en ce moment d'être radié d'ailleurs de l'ordre des médecins, mais son nom m'échappe. Ce livre, écrit en 82, pose des questions qui sont des questions absolument pertinentes, qui le resteront très longtemps, qu'il était déjà au XVe siècle, à l'époque de la querelle des futurs contingents, qui est pertinent dans toutes les réflexions qu'il y a eu en vue d'une modernisation du message qui se trouve dans le Coran, et ainsi de suite. Et tout ça va devenir de plus en plus pertinent parce que les rambardes sont en train de céder. Voilà, une réflexion d'un peu d'un autre ordre. J'avais dit que je ne parlerais pas d'actualité, j'ai fini par... ma conclusion est quand même très d'actualité, je crois. Mais voilà, sur des questions d'ordre plus général, pas d'ordre immédiat, d'actualité immédiate. Voilà, à bientôt.